Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre nos vidéos sur la stratégie dividende aristocrate. Tout cela fait suite bien sûr à la première vidéo sur le sujet et je vous la mets en lien directement. Et dans cette vidéo, nous allons faire, après un rappel de cette stratégie, une analyse fondamentale sur 8 actions supplémentaires côté européen et américain, des actions qui ont performé largement encore, puisque c'est la troisième vidéo sur le sujet, que nous sommes en décroissance sur les performances sur les 5 dernières années, et là ça sera des actions qui ont performé entre 125% et 175% environ, donc plus de 2 fois l'investissement, même largement plus de 2 fois l'investissement, en tout cas si vous aviez tout investi il y a 5 ans. L'analyse fondamentale elle va se faire toujours selon les 8 critères qui sont sur la gauche, les 5 critères essentiels et les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et si vous n'êtes pas encore habitué à ces 8 critères, je vous mets en lien le détail de ces critères, la vidéo qui détaille tous ces critères, et n'hésitez pas à aller la voir. Mais avant de commencer à l'analyse fondamentale, allons de suite voir le petit rappel. Dans cette stratégie, 3 critères sont définis pour dire que c'est un dividende aristocrate. Il faut que l'entreprise, la société, elle ait depuis 25 ans au moins augmenté son dividende, année après année, sans aucune erreur, sans aucune coupure de ce dividende. Du côté européen, on voit différentes choses passer. Généralement, on prend 10 ans plutôt que 25 ans, sinon il y aurait vraiment très peu de sociétés. Déjà qu'avec 10 ans, il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc du côté des sociétés en euros, on prend plutôt 10 ans. Et ça va même jusqu'à la hausse, si c'est exactement le même montant d'une année sur l'autre, ça passe aussi. Donc vous verrez qu'on sera un peu plus malléable sur les sociétés européennes, mais cela reste dans l'idée 25 ans de dividendes en hausse. Mais il y a un deuxième critère qui s'ajoute pour les dividendes aristocrates, il faut que ce soit des sociétés dont le titre au niveau des actions, il y ait 5 millions de volumes d'échanges par jour. Alors tout ça, comme c'est mis à jour tous les trimestres, c'est vérifié tous les trimestres, c'est une moyenne de volume d'échange, mais en tout cas, ce que ça vous montre, c'est qu'il y a beaucoup de liquidité. Un troisième critère vient s'ajouter à ça, et ce troisième critère, lui, il concerne la capitalisation boursière. Il faut que ces sociétés soient supérieures à 3 milliards de dollars, donc des grosses sociétés bien implantées. Donc tout ça, bien sûr, pour les sociétés du côté européen, vous les convertissez dans la monnaie du pays en Europe. Et après, bien sûr, il vient s'ajouter le quatrième critère, mais que je n'indique pas ici, en fonction quand on dit que c'est des dividendes aristocrates du SP500 par exemple, il faut que ce soit dans une entreprise du SP500, sinon ça ne fonctionne pas. Du coup, il y a forcément des avantages sur cette stratégie, du moins une stratégie, on parle de stratégie, mais c'est un style global, puisque la stratégie, c'est bien votre stratégie, elle sera propre et unique, et c'est vous qui la déterminez. Cette stratégie, concernant les dividendes, ça vous permet d'avoir une rente. Mais contrairement à une stratégie à fort dividende, par exemple, et je vous renvoie vers la vidéo concernant les forts dividendes, même faire les 2 vidéos, si vous ne les avez pas vues, et qui détaillent ces stratégies et qui fait l'analyse fondamentale d'actions concernant les forts dividendes. Là, on va avoir une rente, mais plus à long terme. C'est-à-dire que généralement, les pourcentages, ils vont pas forcément être forts. Ils peuvent, pourquoi pas, si on trouve une stratégie qui fait les deux, qui augmente ses dividendes et qui est une grosse société bien solide, qui a des volumes d'échange importants et qui a un très fort rendement, ça donne une stratégie à fort dividende et dividende aristocrate. Mais généralement, c'est quand même des sociétés où le dividende, il est moindre au niveau rendement, mais par contre, il augmente au fur et à mesure. Donc du coup, l'idée, c'est plutôt d'avoir une rente, pas forcément tout de suite, mais sur le long terme. De la même façon, en fonction de votre objectif, et c'est là où on commence déjà à avoir des choix, si vous voulez la rente tout de suite, vous allez plutôt vous tourner vers des sociétés dividendes aristocrates qui vont faire un dividende plus ou moins fort quand même. Si vous vous en fichez en tout cas, ou que vous voulez juste garder la société à plus long terme et avoir une rente plus tard, vous allez prendre, pourquoi pas, des sociétés qui ont plutôt un peu plus de croissance et versent des dividendes, un rendement en tout cas, un peu plus faible. Et vous allez profiter de cette évolution dividende année après année, vous tout en n'ayant juste votre action de base, mais un dividende qui augmente, par ici, il augmente de 5% par an, au bout de 10 ans, vous n'avez plus du tout la même somme d'argent qui tombe, pour pourtant la même somme d'argent immobilisée au départ, investie au départ.
Il y a d'autres avantages. Bien sûr, c'est une stratégie à dividende, et ça dans toutes les stratégies à dividende, vous pouvez réinvestir sans vendre. Et vous pouvez réinvestir pas forcément sur votre action. C'est une possibilité, mais vous pouvez aussi vous dire j'ai un panier d'actions dividende aristocrate et je vais aller jouer en fonction de ces actions-là, laquelle va moins bien, laquelle va mieux, et c'est là où je vais aller réinvestir. C'est tout ça que vous pouvez aller faire. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de vendre des actions et de faire des plus-values pour bénéficier de cette rente. Et après, pareil, vous n'êtes pas obligé de réinvestir. Au bout d'un moment, dans votre stratégie, c'est à définir aussi. Est-ce que l'argent, vous l'utilisez de votre côté? Une liquidité importante, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais comme on a 5 millions de volume échangé minimum par jour, eh bien ça fait des titres qui sont très liquides, et c'est-à-dire des titres qui sont très faciles à revendre, et aussi souvent des titres où le spread, donc l'écart entre dans le carnet d'ordre les vendeurs et les acheteurs, va être très faible. La volatilité, elle est souvent plus faible sur ces sociétés aussi. Ce sont des grosses sociétés avec beaucoup de liquidités, beaucoup de volume d'échange, et ce sont des sociétés avec des grosses capitalisations boursières qui sont là depuis au moins 25 ans en train de verser des dividendes, donc qui sont bien implantés. Et généralement, ce qu'on constate par rapport à la moyenne, on va dire, du marché, alors le marché sera à définir, ça dépend beaucoup de ce qu'on prend, mais globalement, par rapport à la moyenne de toutes les actions qui sont autour, peu importe le pays, eh bien, on a une volatilité plus faible, donc ça peut être intéressant pour un investisseur de moins avoir son portefeuille qui fait des hauts, des bas. Tout ça, c'est pareil, c'est à vous de voir, mais ça peut être clairement un avantage. Et enfin, avec tout ça, avec tous les critères que l'on vient de nous donner, avec tous les avantages que je viens de donner, nous sommes sur des sociétés solides, en bonne santé financière, parce qu'elles ont réussi à augmenter leurs dividendes pendant 25 ans. Donc il va falloir quand même faire attention, mais généralement, ces grosses sociétés avec des grosses capitalisations boursières, etc., sont de bonnes sociétés sur lesquelles vous avez quand même un risque un peu plus faible. Il y a toujours des inconvénients dans une stratégie, et le premier, je parlerai de la pérennité du dividende. Effectivement, pour qu'une société reste dans les dividendes aristocrates, il faut absolument qu'elle augmente son dividende année après année. Elle n'a pas le choix. Donc à partir du moment où elle a décidé d'un montant du dividende, l'année suivante, elle est obligée de le payer. Peu importe ce qui se passe. Crise, pas crise, financière, quelque chose comme le Covid avec une pandémie. Voilà, sinon elle perd son statut. Donc il faut faire attention à quelle est la stratégie de la société. Est-ce qu'elle cherche absolument à rester dans ses dividendes aristocrates, quitte à mettre en danger sa santé financière? Et c'est là où il faut donc faire attention à cette pérennité du dividende. Associé à ça, il y a la capacité de versement du dividende. C'est-à-dire qu'effectivement, si la société elle décide dans sa stratégie et qu'elle veut absolument rester dividende aristocrate, il faut faire attention à ce versement de dividendes, et notamment au dernier critère qui est le critère de la distribution ici, du ratio de distribution, que la société, au fur et à mesure, certes, elle augmente son dividende, mais si le ratio de distribution, lui, il n'arrête pas d'augmenter et qu'au bout d'un moment, elle passe en endettement année après année, clairement, cette capacité de versement du dividende, ça ne va pas faire long feu derrière. Donc, il faut se méfier aussi. Il y a un troisième risque que l'on peut noter, c'est la performance et le cours de bourse. Il faut faire également attention à ça. Vous avez investi à une première année, une année A, pour bénéficier de ces dividendes qui vont augmenter pendant 25 ans, mais si la performance et le cours de bourse de la même société, bien implantée depuis des années, n'arrête pas de chuter, est en tendance baissière depuis 25 ans, eh bien vous n'avez rien gagné, voire vous avez perdu en fonction du pourcentage du rendement et du pourcentage de la baisse du cours de bourse. Donc nécessairement, il faut faire attention à ça aussi. Par rapport à une stratégie à fort dividende, généralement, on est quand même sur des performances et des cours de bourse qui vont mieux. Il y a quand même moindre risque de ce côté-là. Mais il faut toujours faire attention. Il y a des sociétés où, si on regarde sur 5 ans, ça baisse. C'est clairement. Et du coup, associé à tout ça, ça va un peu dans tout, dans tous les inconvénients ici de la stratégie, c'est la perte du statut dividende aristocrate de la société. Si la société ne peut plus verser ce dividende en hausse, ou si elle décide de le couper, par exemple ça s'est vu beaucoup en Europe avec la pandémie, avec les demandes européennes, etc.,
par exemple les bancaires et d'autres sociétés où la France a demandé à ces sociétés de ne pas verser de dividendes par exemple. La perte du statut peut être là. Et dans ce cas-là, votre société, elle sort forcément de votre stratégie dividende aristocrate. Elle peut rester dans votre portefeuille, dans une stratégie plus globale dividende. C'est bien pour ça que je dis que c'est à vous de définir votre stratégie. Mais cette société ne sera plus dans cette liste. Néanmoins, cette liste, elle est assez peu mouvante. Il y a quelques entrées à chaque fois que c'est mis à jour. Il y a quelques entrées, quelques sorties, mais ça reste assez peu. Aujourd'hui, dans la liste, nous avons environ 65 entreprises du côté des États-Unis et 35 du côté de l'Europe. Beaucoup de choix à faire dans ce style de décision. Toujours, est-ce que vous faites du dollar cost averaging sur ces sociétés, avec des sociétés qui augmentent au fur et à mesure, en prenant des sociétés qui augmentent au fur et à mesure, et comme ça vous augmentez votre investissement et vous faites en sorte, par exemple, de réinvestir vos dividendes au fur et à mesure pour avoir les intérêts composés qui jouent en votre faveur et avoir de plus en plus de dividendes et de rentes. Ça, c'est à vous de le décider. Avec une volatilité plus faible, un DCA peut vous amener au fur et à mesure à avoir un prix moyen, mais qui ne sera pas le prix idéal, c'est comme si vous aviez fait all-in, mais avec des moindres risques. Mais vous pouvez jouer aussi sur le timing. Vous pouvez aussi décider d'avoir un portefeuille d'actions de dividendes aristocrates, quelques sociétés que vous suivez par exemple, et comme je vous l'ai dit, plutôt que de réinvestir directement sur l'action qui vous a versé le dividende, allez jouer des timings sur les actions qui sont un peu plus décotées pendant une période ou des choses comme ça, selon des critères que vous aurez définis. Et vous avez la possibilité de définir également votre durée d'investissement. Est-ce que vous gardez ces actions à vie pour toucher les rentes? Est-ce que les rentes, vous les prenez pour vous et à partir de combien d'années? Qu'est-ce que vous faites au niveau de ces actions? Est-ce que vous restez 5 ans et puis vous pouvez choisir de changer d'action selon des critères qui vous sont propres? Qu'est-ce que vous faites également si la société sort du statut dividende aristocrate? Qu'est-ce que vous faites si une société rentre dans le statut dividende aristocrate? Plein de choix qui sont à faire ici. Et donc plein de critères d'achat-vente à faire, je vous le rappelle. Puisque si vous me dites vous gardez les actions à vie, c'est toujours la même chose. Pensez à votre héritage, du coup pour ces actions à vie, et pensez à pourquoi vous les gardez à vie. C'est-à-dire que sur des sociétés, sur des stratégies comme ça et des sociétés qui versent des dividendes, vous pouvez effectivement vous faire des rentes, et puis si ça augmente votre patrimoine, ça sera très bien pour vos proches lorsque votre décès arrivera malheureusement. Mais tout ça, ce sont plein de critères d'achat-vente que vous décidez. De la même façon, il ne faudrait pas que la société, et c'est pour ça que vous pouvez avoir ça, la société soit en croissance au fur et à mesure des années, puis au bout d'un moment, eh bien, ce cours de bourse se retourne pour avoir une tendance baissière pendant le même nombre d'années et revenir à son point de départ. Ça serait quand même dommage si ce n'était pas dans votre stratégie d'achat-vente et que vous ne vous êtes pas débarrassé de cette société. Donc tout est possible à ce niveau-là. De la même façon, votre choix aussi de diversification. Là, nous allons voir des sociétés qui sont uniquement dans cette stratégie dividende aristocrate, mais votre allocation globale de portefeuille, de savoir est-ce que vous êtes que sur ces sociétés-là, est-ce que vous êtes un peu sur des sociétés comme ça, un peu sur des sociétés à fort dividende, un peu sur des sociétés à croissance, un peu sur des sociétés à value, des sociétés pour la stratégie momentum, etc. Et quel est le pourcentage pour chacune des sociétés de votre allocation, de votre investissement? Voilà, tout ça, c'est à vous de définir. Et de la même façon, concernant la diversification, quel secteur vous allez jouer avec ces sociétés dividendes aristocrates et combien de sociétés. Tout ça peut être défini et doit être défini. Et enfin également, on a parlé Europe, États-Unis. Est-ce que vous faites cette stratégie dans un PEA? Est-ce que vous faites cette stratégie dans un CTO? Est-ce que vous faites un peu des deux? Tout ça, c'est à vous de le définir dans votre stratégie. Et enfin, bien sûr, nous finissons toujours par quelle est la sélection d'actions ou d'ETF, je vous rappelle. Tout ça peut être fait par des trackers. Il y a des trackers qui vont aller s'appeler dividendes aristocrates. Toujours regarder la composition de ces trackers pour vérifier qu'elle vous convient et que la proportion de chacune des sociétés, même si elle va changer au cours du temps, vous convient également. Mais vous pouvez aller faire une stratégie comme celle-là sur des trackers, sur des ETF, sur des trackers passifs.
et faire une stratégie complètement passive plutôt que du stock picking, donc de choix d'actions. Et sinon, sur quels critères basez-vous votre sélection d'actions? Et c'est là où nous allons aller ensemble voir cela, puisque premier critère qui est obligatoire, c'est celui de la hausse du dividende. Il va forcément être en vert par rapport à nos 8 critères. Comme je vous l'ai dit en Europe, il peut être en vert clair, éventuellement. Mais sinon, nous allons chercher à ce qu'il soit en vert dans la sélection d'actions. Mais comme d'habitude, je vais essayer de pas seulement me dire oh, c'est bon, il est en vert et donc du coup je vous fais toute la liste des dividendes aristocrates. Je voulais quand même trier pour essayer de vous présenter celles qui pourraient être les plus intéressantes, mais qui restent dans tous les cas à analyser de manière fondamentale et objective. La deuxième chose, et vous le comprenez, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai pris uniquement des sociétés dont le cours de bourse, donc l'évolution du cours de bourse au niveau critère, est en vert également. Et donc des sociétés qui sur 5 ans et sur 3 ans sont en augmentation de plus de 5% par an. Et vous allez voir qu'on en trouve un sacré paquet parmi ces sociétés solides en bonne santé financière. Poursuivons donc l'analyse fondamentale de nos actions sur cette stratégie dividende aristocrate, que ce soit des actions américaines ou européennes. Et on va commencer du côté de l'Amérique avec une action qui fait environ, vous verrez, 175% sur les 5 dernières années. Nous irons jusqu'à une société du côté de l'Europe qui sera à environ 125% de performance. Et la première société, nous ne l'avons pas encore vue encore. Cette société américaine, il s'agit de Dover Corporation. La société Dover Corporation, elle fournit des équipements, des composants, des consommables, des pièces de rechange, des logiciels, des solutions numériques, des services d'assistance dans le monde entier. Beaucoup de choses bien diversifiées, vous le voyez déjà rien qu'à la description, à la synthèse de cette description. 5 segments composent cette société. Le premier segment, c'est celui des produits d'ingénierie. Dans ce segment, la société elle fournit des véhicules de rechange, la gestion des déchets solides, l'automatisation industrielle, l'aérospatiale, la défense, les treuils et palans industriels, les roulements, les entraînements, la surveillance électrique, les systèmes de distribution de fluides. Et je vous passe, puisqu'il y a encore toute une description qui continue ici, comme vous pouvez le voir. Mais ça fait déjà beaucoup de choses dans ce premier segment de l'ingénierie. Le deuxième segment, il s'intitule Solutions de ravitaillement en carburant. Et dans ce segment, eh bien, l'entreprise, elle transporte des carburants et d'autres fluides dangereux, ainsi que des établissements de ravitaillement en carburant et de lavage de véhicules au détail. Dans le troisième segment, qui s'intitule Imagerie et identification, eh bien, la société, elle fournit un marquage et un codage de précision, des équipements de traçabilité des produits, le matériel d'impression numérique sur textile, les consommables, logiciels et services connexes. Encore beaucoup de choses. Le quatrième secteur s'intitule Pompes et solutions de processus, et dans ce secteur, la société elle fabrique des pompes spécialisées, des composants, des traitements de fluides, des équipements de traitement des plastiques et des polymères, des composants techniques pour les machines rotatives et à mouvement alternatif. Pareil que pour le premier segment, vous voyez qu'il y a tout un tas de choses ici que je vous passe au niveau du détail, mais il y a encore beaucoup de choses dans ce quatrième segment qui s'intitule Pompes et solutions du processus. Le cinquième et dernier segment s'intitule Réfrigération et équipements alimentaires, et dans ce segment, la société, elle fabrique des systèmes de réfrigération, des vitrines de réfrigération, des réfrigérateurs, des portes de congélateurs en verre pour les centres, en verre commerciaux plutôt, des échangeurs de chaleur à plaques brasées pour le chauffage et le refroidissement industriel et les applications de contrôle climatique résidentiel. Et l'équipement commercial de services alimentaires, les machines de façonnage des boîtes. Tout cela pour dire qu'il y a 5 segments très bien diversifiés, nous l'avions compris dès la synthèse, mais je vous ai fait un peu plus le détail tout de même. L'entreprise, vous voyez qu'elle vend directement ses produits via un réseau de distributeurs, qu'elle a été fondée en 1947 du côté de l'Illinois, et donc c'est une entreprise très ancienne, très bien en place, tout ça pour dire que c'est du vert côté business. La capitalisation boursière pour Dover Corporation, elle est de 25,97 milliards de dollars. C'est donc largement supérieur à 500 millions de dollars, et c'est donc du vert pour le deuxième critère, celui de la capitalisation boursière. Le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus. Alors ça ne se voit pas plus que ça à l'œil nu, mais si l'on regarde, nous sommes à 683 millions en 2020, nous étions en 2018 à 570 millions et nous étions en 2016 à 508 millions. Vous
Comprenez donc que la tendance est plutôt haussière et ça va se poursuivre en 2021. Les premiers trimestriels, vous pouvez voir, hein, il y a les 3 premiers trimestriels où c'est du plus 32%, plus 112% et plus 31%. Donc la tendance globale à la hausse, elle va se poursuivre. Néanmoins, on voit très bien à l'œil nu que 2017 est supérieur à 2018 par exemple, et donc que c'est une tendance à la hausse globale du résultat net, mais pas année après année. Nous allons donc mettre du vert clair pour ce troisième critère. Le cours de bourse, je vous l'avais dit, le cours de bourse sur 5 ans, c'est 179,84% de hausse, très largement au-delà des 5% par an en moyenne, et donc plutôt en vert. Si nous prenons à partir du... on pouvait prendre à partir du 18 janvier par exemple, sur 3 ans, ça fait 121,19% de hausse encore, et donc bien largement à 5% par an. Donc une grande hausse sur 3 ans, une grande hausse sur 5 ans, et donc du vert pour le critère du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, c'est de 27,49. C'est un PER élevé qui se situe dans la zone qui va de 25 à 35, c'est la zone que nous mettons en orange. Passons côté dividende, et d'abord avec l'historique du dividende, mais là sans surprise c'est une dividende aristocrate, et donc vous voyez que c'est en évolution année après année, et depuis bien longtemps. Ça va être encore en évolution, en tout cas les estimations en 2022 par rapport à 2021, cela va donc rester une dividende aristocrate, et donc comme toutes les dividendes aristocrates, ce critère de l'évolution du dividende est bien en hausse année après année, et la hausse est même de 8% en moyenne sur les 5 dernières années, sauf on enlève 2022 bien entendu, et du coup un critère qui est en vert. Le rendement, il est indiqué ici à 1,11%. Il se situe donc dans la zone qui va de 1 à 2%. C'est un rendement moyen mais intéressant. Et c'est un rendement que nous mettons en jaune. Associé à ce rendement qui est moyen et en jaune, le ratio de distribution pour la santé financière de l'entreprise, eh bien vous voyez très vite que sur le graphique, le haut du graphique est à 50%. Nous, notre zone, c'est 60%. Dès que c'est inférieur à 60%, nous mettons du vert. Et donc là, ça veut dire que sur toutes les années, tout est inférieur à 60%. Et même, vous voyez, on est plutôt sur les 5 dernières années dans une zone autour des 35%. Un dernier critère, en vert. Et nous commençons par un dossier positif pour la première entreprise du côté des États-Unis, Dover, avec un bilan positif puisque un seul critère parmi ceux essentiels n'est pas en vert ou en vert clair, il s'agit du PER qui est en orange, relativement élevé, pas non plus extrêmement élevé. Du côté dividende, rien d'inquiétant, le rendement est assez intéressant. Dans notre zone moyenne, ce dividende est en augmentation comme pour toutes les dividendes aristocrates et il est parfaitement maîtrisé dans une zone autour des 35, ce qui est très bien pour la santé financière de l'entreprise et son développement à venir, sa poursuite du développement et sa poursuite du versement de ce dividende. Nous poursuivons du côté des États-Unis avec une société que cette fois-ci nous avons déjà vue. Nous l'avons vue dans le cadre des sociétés sur les produits chimiques, il s'agit d'Albemarle. Et puis effectivement, j'ai fait 2 vidéos sur les produits chimiques, les 8 actions du côté du PEA, les 8 actions du côté du CTO, et je vous mets en lien les vidéos si vous ne les avez pas vues. Ces vidéos elles datent d'il y a peu longtemps, puisque c'était en décembre que j'ai fait ça, et donc du coup, tout début décembre. Et donc du coup, le bilan ici pour Albemarle, il n'y a rien à mettre à jour au niveau des critères, ça fait pas très longtemps, donc c'est pas étonnant. Côté business, pas de grandes actualités et le business reste du vert pour cette société. La capitalisation, cela reste toujours une grande capitalisation boursière, donc ça reste en vert également. Le résultat est un peu en berne côté Albemarle, c'est ce qui est à noter, et ça va un petit peu s'améliorer en 2021, avec une fois que les résultats vont être complètement officiels, on va peut-être passer dans une zone en jaune plutôt, et normalement ça devrait reprendre une tendance un peu plus sympathique dès cette année 2022. Le cours de bourse, lui, par contre, il a bien joué le rebond après la crise, donc pas de souci, il s'est pas affaissé lui de son côté, hein, c'est anticipé, on va dire, par les acheteurs, et donc du coup, le cours de bourse est en vert. Mais du coup, forcément, avec l'anticipation, le PER, lui, se retrouve très élevé, vers 125 à peu près, hein, je crois que c'est 123 actuellement. Et donc du coup, un PER qui est vraiment très élevé pour l'instant avec les résultats actuels de la société.
Au niveau du dividende, le rendement il est faible, dans 0,67% sur le dernière estimation par rapport au cours de bourse actuel. Ce dividende il reste en augmentation année après année et ça va rester une dividende aristocrate, il n'y a pas de souci là-dessus. Et côté distribution, il y a normalement tous les ans à peu près pas de soucis, il y a juste l'année 2017 qui était un peu en berne et donc du coup la société n'a pas voulu sortir des dividendes aristocrates, n'a pas voulu couper son dividende et s'est donc endettée pour le verser. Mais même avec cette année 2021 qui n'est pas non plus fameuse, puisque on est quand même dans des résultats qui sont plutôt en orange et donc plutôt en baisse globalement, cela reste quelque chose de maîtrisé et donc du coup cela reste correct pour cette société. Le bilan, au final, eh bien, c'est un bilan qui reste mitigé quand même pour le moment, puisqu'il y a quand même deux critères qui sont en orange le résultat et en rouge côté des 5 critères essentiels, et donc c'est quand même très mitigé, même si côté dividende, il n'y a rien d'inquiétant à signaler. Nous continuons du côté des États-Unis pour le moment avec la troisième société. Cette fois-ci, c'est une société que nous n'avons pas vue et il s'agit de Roper ou Roper Technologies. La société Roper Technologies, elle était anciennement connue sous le nom Roper Industries et c'est une société, une entreprise qui est spécialisée dans les logiciels industriels. Elle est basée en Floride. Au niveau de son histoire, ce qui est intéressant à voir, c'est à partir de 2016 notamment, à chaque fois ce sont des acquisitions. Acquisition de Deltec ici, acquisition de Powerplan ici, acquisition de Vertafore, donc beaucoup d'acquisitions au fur et à mesure et donc un grossissement de l'entreprise année après année. Si nous allons dans le détail un peu de ce qu'elle développe, donc des logiciels, des produits et des solutions d'ingénierie, et là, je ne vais pas tout vous lire, clairement pas, puisqu'il y a énormément de choses, vous allez voir que c'est très diversifié. La société, en effet, elle propose des solutions de gestion de campus, de gestion d'information de laboratoire, de gestion d'entreprise, gestion, etc. Vous avez compris qu'il y a plein de gestion. Elle fournit également des logiciels d'automatisation de données de collaboration, d'estimation basées sur le cloud, donc tout ce qui est marché cloud, des effets visuels, vous voyez, tous les réseaux solutions, etc. La solution, elle propose également des instruments de test de précision pour le caoutchouc et les polymères, ainsi que des logiciels d'analyse de données, accessoires, solutions, et ainsi de suite. Ensuite, nous trouvons ici qu'elle fournit cette société un contrôle de la température, des vannes d'arrêt d'urgence, du matériel logiciel, services de contrôle, turbomachines, etc. Donc tout ce qui est contrôle ici notamment. Et vous voyez que ça fait beaucoup de choses. Cette société, elle a changé de nom pour Roper Technologies en 2015, nous allons voir que ça va correspondre un peu à des choses, et la société, elle a été basée en 1981 au départ. Pour aller dans tout le détail, même si je ne vais pas le faire clairement sur leur site, on le voit très clairement, on voit tout leur business, vous voyez tous les business qui sont indiqués ici, donc Application Software, Network Software and Systems, Measurement and Analytical Solutions et Process Technologies. Et à chaque fois, dans chacun de ces segments, vous allez retrouver plein de choses comme ça qui sont toutes les filiales, notamment on retrouve Deltec par exemple, donc c'est toutes les filiales de cette société et ça vous montre à quel point elle est grande, puisque vous voyez dans le premier secteur Application Software, il y a tout ça comme filiale, ou comme marque en tout cas. Dans le deuxième, il y a tout ça. Dans le troisième, il y a tout ça. Et dans le quatrième, il y a tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que je ne vais pas plus dans le détail. Tout ça pour vous dire que c'est une société implantée depuis bien longtemps, très bien diversifiée, qui a fait beaucoup d'acquisitions, donc qui est en pleine croissance année après année, et donc du vert côté business, sans aucun doute. La capitalisation boursière pour Roper, donc elle a gardé son nom ici, mais c'est Roper Technologies. La capitalisation boursière, elle est de 47,24 milliards de dollars. C'est donc une grosse capitalisation boursière, pas de souci sur ce critère, c'est du vert. Au niveau du résultat net pour cette société, en jaune ici sur le graphique. Alors il y a eu l'année 2020 qui est un peu en berne, mais sinon c'est globalement haussier. Même si nous prenons 2020, 949 millions, c'est mieux que 2018 qui était à 944 millions de bénéfices de résultats nets, et c'est mieux que 2016 qui est à 658 millions. Donc même si 2020 était en retracement par rapport à 2019, eh bien c'est clairement quelque chose, le résultat net qui est en hausse année après année globalement, et ça ne va pas s'arrêter, ça reprend très largement en 2021, et normalement la société devrait reprendre effectivement sa croissance comme elle l'avait avant, et donc du coup ça ne va pas
poser de soucis, et en plus on voit que cette croissance au niveau du chiffre d'affaires en vert, elle se voit. Ce critère est donc mis en vert clair. Côté cours de bourse, pas de souci côté cours de bourse, sur 5 ans c'est 140% d'augmentation, 140,47 pour être précis, donc plus de 5% par an en moyenne, et si nous prenons sur 3 ans, environ, nous allons partir du 18 janvier, nous allons encore 58,77% d'augmentation pour cette société sur les 3 dernières années, encore une forte augmentation, et donc un critère du cours de bourse qui est très haussier, et donc en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 42,54. Il est donc élevé, très élevé, au-delà des 35 et donc en rouge. Passons côté dividende pour Roper. Et côté dividende, l'augmentation du dividende, vous la voyez au fur et à mesure, c'est une dividende aristocrate, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors ne vous inquiétez pas en 2012 ici, c'est bien une dividende aristocrate, ça n'a pas baissé en 2013, c'est juste que c'est un détachement exceptionnel et pas ordinaire. Or c'est le ordinaire cette dividende ordinaire qui est pris en compte pour les dividendes aristocrates, et donc c'est une augmentation au fur et à mesure. On voit une accélération à partir des années 2014 environ, puisque ici ça aurait été entre 0,44 et 0,49, et donc on voit clairement une augmentation de la pente, une augmentation clairement de la pente, et cette hausse de pente qui va se continuer encore en 2022 comme vous pouvez le voir, et c'est 15% de croissance en moyenne par an depuis 5 ans, donc c'est une grosse pente au niveau de ce dividende, elle arrive toujours à le verser. Ce critère c'est du vert, comme pour toutes les dividendes aristocrates. Le rendement, lui, il est assez faible, il est de 0,54%, il se situe entre 0 et 1%, zone que nous mettons en orange. Et associé à ce dividende qui certes est faible et en très forte augmentation, et bien le ratio de distribution, vous voyez que c'est parfaitement maîtrisé, car là le haut du graphique est à 20%, et 20% ça correspond même pas à 2021 qui est à 19,96. Donc quelque chose, une santé financière qui est complètement bien gérée, un versement de dividende qui est parfaitement maîtrisé ici, et donc même avec l'augmentation de 15% par an, la société arrive largement à continuer de le verser. Et c'est donc du vert pour terminer avec ce dernier critère du ratio de distribution. Le bilan pour Roper Technologies apparaît positif puisque seul le critère PER parmi les 5 critères essentiels apparaît en rouge, tous les autres étant en vert ou en vert clair. Il est quand même élevé ce critère, et c'est à noter, mais c'est quelque chose que nous avons déjà vu parmi les autres sociétés dividendes aristocrates, notamment dans les premières vidéos, d'avoir un PER élevé, puisque la société est quand même tendance à être en croissance, et les acheteurs ont tendance à estimer, on va dire, cette croissance à l'avenir. Côté dividende, rien d'inquiétant, le rendement est certes assez faible, mais ce dividende est en augmentation année après année, et le ratio de distribution est parfaitement maîtrisé, et même très faible, ce qui laisse présager que cette dividende pourrait rester une dividende aristocrate si tout se passe bien, et qu'elle continue à pouvoir réinvestir et se développer. Nous passons toujours du côté des États-Unis pour la 4e société. C'est une société que nous avons déjà vue puisqu'elle faisait partie des 5 idées d'action en juin, des 5 idées d'action intéressantes. Il s'agit de T. Rover Price et c'est une société de gestion d'actifs. Je vous mets en lien la vidéo où j'avais présenté ces 5 idées d'action intéressantes en juin, et la société, comme vous le voyez, il n'y a aucun critère à mettre à jour par rapport à juin. Ça fait déjà longtemps, ça fait déjà une demi-année, mais rien n'a changé au niveau des critères. Il y a une actualité pour la société T. Rover Price, puisque c'est, vous voyez, un accord qui a été trouvé entre la société et qui avait un problème une plainte sur les retraites au niveau de ses employés. Donc elle va verser 7 millions dans un fonds pour, voilà, vous voyez, un fonds non propriétaire ici, et vous voyez que tout ça c'est parce qu'il y avait une plainte, on voit la plainte qui est indiquée ici, concernant effectivement tout ce qui est ses employés, puisque vous voyez ici, under the Employee Retirement Income Security Act, donc le RISA. Alors, je ne sais pas si ça se dit en français, mais voilà. Et donc du coup, il faut savoir que, en tout cas, même si ça coûte de l'argent à la société, 7 millions ici, c'est au moins une plainte de moins et une affaire qui est réglée du côté de la société. Même si cela coûte de l'argent à la société, la plainte étant désormais du passé, le business, dans tous les cas, n'est pas remis en question, et donc c'est toujours du vert pour T. Rover Price du côté du business.
La capitalisation, cela reste une grosse capitalisation côté au Nasdaq, et donc du vert pour cette société. Le résultat, c'est haussier année après année, cela va continuer, cela continue toujours, et donc le critère reste en vert. Le cours de bourse est très haussier, 137% de hausse sur 5 ans, même s'il y a une correction actuellement, notamment sur les valeurs du Nasdaq, et elle fait partie de ces valeurs qui corrigent, mais 137% de hausse malgré cette correction sur 5 ans, c'est donc toujours du vert pour ce critère. Le PER, lui, il est aux alentours de 13 actuellement, et donc du coup, il se situe dans la zone qui va de 10 à 17, c'est une zone très correcte de prix, de cherté, et donc du coup, c'est une zone en vert clair, c'est le PER que nous mettons en vert clair. Côté dividende, le dividende est en augmentation année après année, il y a même des détachements exceptionnels assez régulièrement, nous allons dire, toutes les quelques années, du côté de T.O. Price, et donc du coup, ce dividende reste en augmentation année après année, ça reste une dividende aristocrate, pas de souci de ce côté-là. En plus de ça, le rendement est assez élevé, aux alentours des 2,40, 2,47% actuellement, par rapport au prix de l'action actuelle. Et donc c'est un rendement qui est très intéressant puisqu'il se situe dans la zone entre 2 et 3%. Et en plus de ça, le ratio de distribution est parfaitement maîtrisé dans une zone qui va autour de 35%, 35, un peu plus de 35% de temps en temps, mais vraiment rien d'inquiétant financièrement. Et donc du coup le bilan pour ce dossier, eh bien vous voyez, c'est sans appel, c'est tout du vert ou du vert clair, et c'est resté comme ça depuis juin, donc le dossier est toujours positif, et depuis juin il y a eu une grosse augmentation sur les 6 derniers mois, jusqu'à plus de 80% au moment des sommets, et puis là maintenant c'est quand même pas mal redescendu, ça a quand même pas mal corrigé, mais ce dossier reste positif. Nous restons toujours du côté des États-Unis pour la 5e entreprise, mais cette fois-ci c'est une entreprise que nous n'avons pas encore vue ensemble, et il s'agit de l'entreprise Expeditors, ou Expeditors International of Washington pour le nom complet. La société Expeditors International of Washington, c'est encore une société cotée au Nasdaq comme celle précédente, et c'est une société donc américaine dont les activités, vous le voyez, sont le transport aérien, le transport maritime, la gestion documentaire, l'assurance et la coordination, donc tout ça associé au transport ici, et divers autres, donc le dédouanement, le suivi informatique, le stockage, l'inventaire et l'assemblage, qui sont notés ici, donc toutes des activités de logistique. La société est assez ancienne, 1979 pour la date de création, et si nous allons un peu plus dans le détail des activités, nous avons ici que la société elle fournit des services logistiques dans les Amériques, l'Asie du Nord, l'Asie du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde. Donc nous avons eu déjà une diversification au niveau synthèse des activités, maintenant nous avons une diversification au niveau géographique. Au niveau des détails des activités, si nous rentrons un peu plus dans le détail, donc des services de fret aérien, de la consolidation du transit du fret aérien, le fret maritime et les services maritimes, y compris la consolidation du fret maritime, le transfert maritime direct, la gestion de commandes, le courtage en douane, les services de transport, de livraison intercontinentaux, le service d'entreposage et de distribution, le dédouanement et la gestion des bons de commande, la consolidation des fournisseurs, les services de transport à durée déterminée, le transit à température contrôlée, l'assurance du fret, la surveillance, le suivi spécialisé du fret et d'autres solutions de la chaîne d'approvisionnement. On va s'arrêter là, ça fait déjà beaucoup dans le détail, mais on voit qu'il y a déjà énormément de choses. Et on voit en plus ici des services auxiliaires, c'est tout ce qu'il y avait dans le divers, et vous voyez ici tout le détail du divers par exemple. Au niveau de ces clients, en plus de géographique et de différentes activités, tous les clients sont tous ceux qui font de la vente en détail et en gros, tous les clients de l'électronique, de la technologie, les entreprises industrielles et manufacturières. Ça fait beaucoup de clients, beaucoup de zones géographiques et beaucoup d'activités pour une société bien implantée depuis bien longtemps puisque c'est 1979 sa date de création et donc du vert côté business. La capitalisation boursière pour Expeditors. Elle s'élève à 20,61 milliards de dollars, c'est donc une grosse capitalisation boursière du Nasdaq, et c'est donc du vert pour le deuxième critère. Le résultat net en jaune ici sur le graphique, et bien vous voyez année après année, c'est haussier, sauf en 2019. On voit en 2019 que même si le chiffre d'affaires lui a réussi à rester un tout petit peu haussier, le résultat net a lui baissé de 4,50%. Donc
faible baisse dans cette hausse globale. La hausse globale se poursuit en 2021, s'accélère, à voir en 2022-2023, c'est pas sûr que ça fasse autant qu'en 2021, mais pour l'instant, dans tous les cas, c'est un critère en vert clair. Le cours de bourse, il est encore très haussier, 128,44% de hausse sur les 5 dernières années, donc très haussier sur 5 ans, et sur 3 ans, nous avons encore 75,62% de hausse. Là aussi, c'est très haussier. Un critère du cours de bourse qui est en vert, pas de problème là-dessus. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, est indiqué à 17,99. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, plutôt vers le bas de cette zone, mais c'est la zone moyenne, et c'est donc un critère que nous mettons en jaune. Passons maintenant aux 3 critères concernant les dividendes, et le premier c'est l'historique du dividende, et comme pour tout dividende aristocrate, eh bien il monte, il monte, il monte, c'est une hausse année après année, mais attention, vous voyez l'estimation en 2022, qui reste une estimation pour l'instant, c'est un dividende qui n'aurait pas augmenté par rapport à celui de 2021. Alors il va falloir le confirmer, parce que si c'est le cas, ça voudrait dire que la société Expeditors sort complètement de cette liste des dividendes aristocrates, puisque du côté des États-Unis, c'est en augmentation constante. Il ne faut pas qu'il y ait de paliers comme ça. Du coup, ça serait quand même surprenant pour cette société, si tout se passe bien, qu'elle sorte ces dividendes aristocrates. On n'est jamais à l'abri, mais donc du coup, il va falloir le confirmer. Et donc du coup, nous allons prendre en compte quand même ce petit bémol, qui sera confirmé, mais nous allons le prendre en compte et mettre le critère en vert clair. L'augmentation de ce critère, c'est 8% par an en moyenne, l'augmentation du dividende. Le rendement, il est indiqué à 0,93%, il est donc inférieur à 1%, supérieur à 0%, il existe et se situe donc dans la zone orange. Et ce rendement qui est globalement en augmentation, même à voir en 2022, eh bien vous voyez qu'au niveau du ratio de distribution de la santé financière de l'entreprise, eh bien c'est parfaitement maîtrisé. Pour ça que pour l'instant, rien d'inquiétant de ce côté-là, et c'est possible qu'elle continue de l'augmenter en 2022, il faudra voir avec la mise à jour, mais parce que pour l'instant, le ratio de distribution est vraiment très faible, plutôt dans une zone autour des 25% sur les dernières années, et c'est donc un dernier critère en vert. Le dossier Expeditors apparaît positif, puisque là, le pire critère parmi les critères essentiels est seulement en jaune. C'est le PER qui est moyen, tout le reste c'est en vert ou en vert clair, donc vraiment pas d'inquiétude sur ce dossier. Et encore pas d'inquiétude du côté du rendement, du côté du dividende. Certes, ce rendement est assez faible, mais ce dividende est en augmentation année après année, comme pour tout dividende aristocrate. Un petit bémol est noté ici avec du vert clair, parce que l'estimation pour 2022 est qu'il n'y aura pas d'augmentation de dividende, et donc la société sortirait des dividendes aristocrates. Affaire à suivre avec la prochaine mise à jour, et avec la mise à jour surtout quand il y aura le dividende, et vraiment le dividende approuvé pour 2022, à voir ce qui sera fait. Et le ratio de distribution, lui, est parfaitement maîtrisé de ce dividende, très faible dans la zone de 25%, et c'est pour ça que c'est possible que l'estimation soit revue à la hausse, ou que les chiffres indiqués pour l'instant ne soient pas les bons à l'avenir. Pas d'inquiétude en tout cas pour ce dossier. Pour les 3 dernières entreprises, nous repassons du côté de l'Europe, et la première, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. La dernière mise à jour date d'octobre 2021, je vais vous mettre le lien vers la vidéo. Il s'agit de la société de luxe L'Oréal Group, une grande société de luxe française du CAC 40. Des actualités du côté de L'Oréal, ici dans le journal du luxe, avec L'Oréal qui dévoile 2 innovations Beauty Tech, donc la technologie au niveau de la beauté, lors du salon CES 2022. Donc le géant de la beauté, vous l'avez vu, donc le salon c'est Consumer Electronics Show 2022. Et la première chose au niveau des innovations technologiques présentées, c'est le Colorsonic, qui est un outil de beauté à domicile. Ici, l'idée c'est vraiment donc pour les particuliers de faire un outil qui est pour répondre aux besoins d'un marché en plein essor, puisque avec comme on le voit, les salons de coiffure qui ont fermé beaucoup avec la pandémie, et qui continuent à chaque fois qu'il y a des fermetures qui sont prononcées pour l'instant, à chaque fois qu'il y a des confinements ou autres mesures de restriction. Et en tout cas, le Colorsonic, son innovation se veut en effet faciliter l'application d'une couleur via un système de cartouches pouvant être commandé online via un catalogue de 40 nuances. Une fois l'appareil chargé, un temps délivré la juste dose du produit, assurer une répartition homogène grâce à un embout brosse effectuant environ 300 oscillations par minute. Voilà la technologie proposée par L'Oréal au niveau des particuliers.
Une deuxième technologie apparaît aussi, c'est le Color Light, et là par contre c'est de l'intelligence artificielle, mais pour les salons de beauté. Là ici, l'idée c'est, comme vous le voyez, c'est la machine, elle est connectée à un algorithme breveté, c'est aussi un brevet. L'outil est capable d'analyser la particularité capillaire du client, c'est-à-dire la couleur, le pourcentage de cheveux blancs, la longueur, la densité de la fibre, et tout ça afin de proposer le protocole de teinture le mieux adapté. Donc avec l'intelligence artificielle, c'est l'algorithme, le système qui se débrouille tout seul pour trouver la teinture. La solution sur mesure peut ainsi être délivrée automatiquement grâce à un système intégré contenant des billes de coloration, des cartouches de crème, révélateurs, diluants. Elle espère 1500 possibilités de personnalisation L'Oréal sur cette technologie. Donc deux innovations, donc cela va plutôt dans le bon sens du côté de L'Oréal pour ces deux premières actualités. Nous allons ensuite l'accord, L'Oréal qui a signé un accord avec le groupe CSP, qui est connu pour son ancienne notamment Bleu Libellule, et tout ça, cet accord, c'est pour le développement et l'exploitation des boutiques de la marque de maquillage NYX Professional Makeup en France. Donc un accord avec CSP. Et la troisième actualité, c'est L'Oréal qui arrive sur le marché du bio, en tout cas sur le marché du maquillage bio. En effet, la marque L'Oréal avait déjà une marque qui est Provençal Bio depuis 2018, donc depuis 4 ans. Et maintenant, elle va aller sur le marché du bio. On le voit effectivement, en 2022, L'Oréal poursuit le développement de la marque Provençal Bio en arrivant sur une nouvelle catégorie, le maquillage. Ainsi, le leader mondial, elle veut faire ses premiers pas dans le maquillage bio. Il est noté quand même que les produits pour l'instant ne sont pas certifiés. Pas d'actualités qui vont dans le mauvais sens, même que des actualités qui vont dans le bon sens pour L'Oréal, la société de luxe parisienne, parisienne française plutôt. Et donc du coup, le business reste en vert. Ça reste une grosse capitalisation du CAC 40, L'Oréal, le groupe, et donc du coup du vert également ici. Le résultat, c'est toujours du vert clair, ça n'a pas changé, les résultats 2021 vont être confirmés, et donc montrer cette continuité, cette continuation de la tendance globalement haussière année après année, même s'il y a quelques années où c'est un peu en baisse par rapport à l'année précédente. Le cours de bourse reste très haussier à 128% environ, à peu près en ce moment, sur 5 ans. Donc c'est un cours de bourse haussier. La tendance est très haussière sur ce cours de bourse, pas de souci de ce côté-là. Le PER, lui, reste élevé. Il est à 52 environ, et donc du coup, ça reste un PER qui est largement au-delà des 35, un PER élevé pour cette société, et donc un bilan au niveau de ce bilan des critère essentiel qui est déjà un bilan qu'on a déjà vu par le passé, comme pour Roper et d'autres sociétés que nous avons vues avant, notamment du côté américain. Au niveau dividende, le dividende est dans la zone moyenne, mais vraiment de très peu, c'est 1,03, 1,05%, ça dépend du cours de bourse, mais on est juste au-dessus des 1%. Au niveau de l'augmentation de ce dividende, eh bien, ça marque un peu des paliers, donc 2022 devrait être à peu près la même chose que 2021, mais c'est en augmentation globalement, année après année, même si ça marque des paliers de temps en temps. Et du côté du ratio de distribution, eh bien, certes, nous avons mis du vert clair, mais là, c'est exactement comme pour le rendement. Le rendement pourrait être très proche de la zone orange, et là, nous sommes très proche de la zone verte, puisque c'est juste en 2020 qu'il y a eu un tout petit saut au-delà des 60%, mais sinon, vraiment rien d'inquiétant du côté du ratio de distribution pour la société L'Oréal. Bilan, le dossier apparaît positif avec seul le PER en rouge parmi les critères essentiels et rien d'inquiétant du côté des dividendes pour cette dividende aristocrate et qui devrait le rester du côté européen. Nous passons du côté de la Suisse pour l'entreprise suivante, nous restons du côté de l'Europe et c'est une entreprise que nous n'avons pas vue, c'est Lindt & Sprüngli. La société Lindt & Sprüngli, c'est un fabricant de chocolat qui a son siège social du côté de la Suisse, du côté de Zurich. C'est donc une société en Suisse et c'est donc une action, il est noté qu'elle n'est pas éligible au PEA. Ce groupe, il dispose de différents sites de production en Suisse, en Allemagne, en France, en Italie, aux États-Unis et en Autriche. On voit déjà une diversification au niveau géographique puisque ce sera la même chose, c'est un groupe international au niveau des clients. Les produits, il faut noter que la société elle ne confectionne pas seulement une multitude de plaques de chocolat, dont il y en a plein de listés ici, mais aussi une grande diversité de pralines.
La ligne de produits Lindor, elle est très connue, et il y a aussi des tablettes avec des ingrédients exotiques qui montent en importance au fur et à mesure des années. Les effectifs en 2018 étaient de 14 500 personnes et la société elle est extrêmement ancienne puisque c'est 1845 sa date de création, donc cela fait plusieurs siècles qu'elle est là. Si nous allons sur le site, nous voyons les 5 grandes marques de cette société. Donc tout d'abord la marque Lindt qui est ici, avec Lindor et Lindgold, Bunny, tout ce qui est très populaire et très connu. Nous avons ici Ghirardelli qui est, vous voyez, du côté des Amériques. Nous avons Russell Stover qui est aussi un chocolat de tradition du côté des Amériques. Nous avons ensuite Caffarel qui là c'est du côté de l'Italie, on trouve ce chocolat au niveau de la tradition en tout cas. Et nous avons ici Hofbauer and Küferle, quelque chose du côté de l'Autriche. Nous retrouvons un peu les différents sites de production, notamment sur les différentes marques. Et c'est donc du vert côté business pour cette société. La capitalisation boursière, elle est indiquée ici à 27,15 milliards de francs suisses. Un franc suisse est équivalent à 0,96 € actuellement, donc cela ne change pas grand chose, ça reste beaucoup de milliards, ça reste une grosse capitalisation boursière, et c'est donc du vert pour ce critère. Vous avez vu que j'ai pris l'action LISN, puisque là c'est LISN au niveau du ticker. Vous pouvez aussi voir qu'il y a LISP, mais LISP ça correspond à un bon de participation. Pour vous faire la petite différence, ici en finance, un bon de participation, ça désigne un titre qui justifie l'apport de son détenteur dans le capital de l'entreprise. L'apport lié au bon de participation peut être en nature ou industrie. Ce titre au nominatif ou porteur confère uniquement des droits patrimoniaux à son propriétaire. Autrement dit, ce dernier peut percevoir des dividendes et autres bonus de liquidation grâce à ce bon, mais il ne dispose d'aucun droit de vote ni de contrôle sur les activités de l'entreprise émettrice. C'est la grosse distinction avec les actions. Donc je voulais vous faire la petite différence si vous vous interrogez sur les deux. Mais nous, ce que nous allons voir, du coup, nous restons sur l'action elle-même et donc LISN. Cela ne change rien sur la capitalisation boursière ou les résultats de l'entreprise par exemple. Du côté du troisième critère, les résultats de l'entreprise. Eh bien ces résultats, vous voyez qu'ils étaient en hausse année après année, mais ils se sont un peu effondrés en 2020 avec la pandémie. En jaune sur ce graphique, même si ça repart en 2021, ça repart pas autant, on devrait avoir un résultat entre 2016 et 2018, entre 2017 et 2019 plutôt, et donc du coup nous allons mettre du jaune pour quelque chose qui a une tendance qui repart à la hausse mais qui n'est pas encore complètement reparti avec la pandémie, et donc quelque chose de moyen et un critère en jaune pour l'évolution du résultat net. Le cours de bourse, lui, il est haussier. Vous voyez, sur 5 ans, c'est 70% d'augmentation environ. Vous voyez qu'il y a une belle correction, donc là on vient quand même de perdre 8,75% ici. Donc la progression était encore plus grosse, et elle est encore plus grosse sur les bons du trésor, puisque sur le bon de participation plutôt. Le bon de participation, lui, est allé jusqu'à 123% de hausse sur les 5 dernières années. C'est pour ça que l'action était apparue ici dans le classement. Dans tous les cas, c'est très haussier sur 5 ans et sur 3 ans. Si nous partons de mi-janvier, le 11 par exemple, nous avons encore 55,22% de hausse, encore une grosse hausse. Et donc pour l'évolution du cours de bourse, c'est du vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 68,19. Il est donc très élevé, largement supérieur à 35, et se situe donc dans la zone rouge. Passons côté dividende. Côté dividende, tout d'abord l'historique de ce dividende, et vous voyez c'est haussier depuis 2013. Alors c'est quand même assez surprenant que Lindt apparaissait dans le classement des dividendes aristocrates quand on voit cela, puisque ça s'était effondré entre 2012 et 2013 au niveau de ce dividende. Ici on peut imaginer en 2017 qu'il y avait une partie qui était exceptionnelle et pas le dividende ordinaire, d'où le fait qu'ici ça n'est pas considéré comme une baisse, mais sinon peut-être que Lindt était dans le classement quand même, puisque là ça fait 10 ans avec 2022 qu'elle va verser son dividende, mais sinon elle n'aurait pas dû faire partie des dividendes aristocrates. Vu qu'elle apparaissait dans le classement, je vous l'ai laissé quand même, mais c'est à noter à ce niveau-là. Dans tous les cas, nous regardons les 5 dernières années ici, et sur les 5 dernières années, c'est en hausse année après année.
et même en forte hausse en 2022 selon les estimations. Et c'est donc du vert pour ce critère de l'historique du dividende, de l'évolution du dividende. Le rendement, il est de 0,97% avec le cours actuel. Il est donc inférieur à 1%, de peu, mais inférieur à 1% quand même, et il se situe donc dans la zone entre 0 et 1%. Il existe et est donc mis en orange pour ce critère. Le ratio de distribution, eh bien vous voyez qu'il y avait un ratio de distribution aux alentours de 45% tous les ans, mais en 2020 avec la pandémie, eh bien l'entreprise elle a dû s'endetter pour continuer de verser son dividende, elle ne l'a pas coupé, elle l'a même augmenté, et donc du coup c'est 130% qui sont indiqués ici, c'est supérieur à 100% et ça vient faire un gros bémol par rapport à tous les autres années qui étaient complètement dans le vert. Et donc nous allons mettre ce dernier critère en jaune. Le dossier suisse Lindt & Sprüngli apparaît plutôt mitigé par rapport à d'autres dossiers que nous avons vus, puisque le dossier est pas mal impacté par la pandémie. En effet, du côté des critères essentiels, eh bien, certes le PER est élevé, mais en plus de cela, les résultats ne sont mis qu'en jaune, puisque la relance en 2021 n'est pas aussi énorme que pour d'autres dossiers, et donc on n'est pas encore dans du vert clair. Néanmoins, la tendance devrait redevenir sur du vert clair dès 2022, au fur et à mesure. En tout cas, ce sont les estimations. Mais voilà, la reprise est moins forte que dans d'autres secteurs ou d'autres entreprises en tout cas, d'où ce côté davantage mitigé. Côté dividende, le rendement est certes faible, le dividende est plutôt en augmentation année après année, il est même en augmentation sur les dernières années, même si on a vu que ça pouvait être surprenant sur une dividende aristocrate, le cours du dividende qui a chuté entre 2012 et 2013 par exemple. Mais pour l'instant sur les 5 dernières années c'est très haussier, et le ratio de distribution il est plutôt bien maîtrisé autour de 45%, sauf pour l'année 2020 comme nous l'avons vu, où là nous dépassions les 100%, d'où le critère en jaune pour le moment. Voici pour ce dossier, et nous allons terminer du côté du Danemark, et donc avec une société qui là, comme L'Oréal, va être éligible au PEA, contrairement à Lindt & Sprüngli du côté européen. Et cette société du côté du Danemark, il s'agit de la société Coloplast. Coloplast, c'est une entreprise danoise fondée en 1957. Le groupe il est spécialisé dans la production, la commercialisation et la distribution de dispositifs médicaux qui visent à faciliter la vie des personnes souffrant d'altérations physiques intimes. Au niveau du détail des activités, on voit que les services sont commercialisés à l'échelle mondiale, que les produits sont distribués via des professionnels de santé dans les hôpitaux, les institutions, les grossistes et les revendeurs. Sur certains marchés, les produits peuvent être livrés directement aux consommateurs finaux, donc à domicile. En France, ce service est possible grâce à la filiale de distribution qui s'appelle Lilial. Le groupe, 4 domaines d'activité pour le groupe, donc tout ce qui est stomies, donc les dérivations, les courts-circuits pour éliminer tout ce qui est gaz, sel et urine par exemple. C'est le leader mondial sur ce segment. Coloplast, cela représente 40% de part du marché mondial, avec un portefeuille d'appareillage conçu pour réduire les fuites et maintenir une peau saine. Le deuxième segment concerne les soins et les troubles de la continence. Coloplast est également le leader sur ce mondial avec 36% des parts de marché, on est proche du premier segment, et Coloplast elle développe des solutions pour les troubles de la vessie et de l'intestin. Le troisième segment, ça concerne les soins de plaies et de peau. Depuis 2012, Coloplast elle développe une gamme complète de pansements techniques visant à minimiser le nombre de jours avec des plaies. Et enfin, le quatrième et dernier segment concerne l'urologie interventionnelle. À la suite du rachat de la société française Porges en 2006, le groupe propose un large portefeuille de dispositifs destination des chirurgiens et qui vise à traiter les pathologies urologiques et gynécologiques. Tout cela est retrouvable sur leur site. Une société, on voit un leader dans plusieurs domaines qui est au niveau mondial, c'est indiqué ici, créé il y a très longtemps en 1957, qui emploie en 2018 12 234 employés. C'est du vert côté business, et en plus de ça, nous pouvons rajouter une actualité. La voici, c'est une application mobile pour faciliter la vie des patients qui a été développée par Coloplast. En effet, les laboratoires, ils mettent donc cette mémosonde, un outil numérique pour le sondage urinaire en avant-première en France.
ça va mettre des rappels, des calendriers, des conseils pour le suivi du sondage urinaire. Tout cela va être mis en France et va faciliter les utilisateurs. C'est malheureusement en tout cas pour eux, mais ça va faciliter leur vie. Et tout ce système, ça va être mis à disposition des patients et des professionnels de santé. Du vert côté business dans tous les cas. La capitalisation boursière, elle est de 196,50 milliards de DKK, donc des couronnes danoises. Une couronne danoise, c'est équivalent à 0,13 € actuellement, donc il faudrait diviser par 10 à peu près ce résultat. Nous obtiendrons encore une capitalisation boursière avec des milliards en euros, et donc c'est une grosse capitalisation boursière, et ce deuxième critère est donc en vert. L'évolution du résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus, eh bien c'est exactement comme pour l'évolution du chiffre d'affaires en vert, cela se voit à l'œil nu, c'est haussier année après année sans discontinuer, il n'y a pas une seule année où ça retrace, et c'est donc un critère complètement vert. Le cours de bourse, il est très haussier aussi, c'est 103,28% de hausse, et l'entreprise fait même partie de ce classement parce que moi j'avais pris avant le petit retracement, et donc du coup nous étions plutôt dans les 130, 125, quelque chose comme ça, voilà, 130% de hausse. Néanmoins, pour l'instant, c'est 103% de hausse sur 5 ans, et sur 3 ans, cela nous donne environ 61,10% de hausse. À chaque fois, c'est une très forte hausse. Donc pour le cours de bourse, ce critère, eh bien, c'est du vert dans tous les cas. Le Price Earning Ratio, le PER, donc le ratio cours sur bénéfice, il est de 48,19, bien au-delà des 35 et donc dans la zone rouge. Côté dividendes, vous les voyez, les dividendes, les derniers détachements par année, ils sont ici sur le graphique, et là, pas de problème, c'est haussier année après année. On voit même les splits qui sont indiqués ici, hein, les séparations de l'action en plusieurs. Mais en tout cas, c'est haussier après année, une belle dividende aristocrate, une hausse année après année, un premier critère de l'historique du dividende qui est donc en vert. Le rendement, il est indiqué ici à 1,91%. Il se situe donc dans la zone intéressante qui va de 1 à 2%, et c'est donc une zone et un critère que nous mettons en jaune. Le ratio de distribution associé à ce dividende, vous le voyez ici, eh bien, il y a plusieurs années jusqu'en 2019 où le ratio de la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution était très bien maîtrisé, inférieur à 60% ou égal à 60%. C'est ce que nous mettons dans la zone en vert ici. Ici, nous avons une zone que nous mettons en orange pour 2020, et nous avons un peu de la zone jaune pour 2021. Cela fait beaucoup de vert, un peu de orange, un peu de jaune. On pourrait mettre ça soit entre le jaune, soit entre le vert clair. Mais comme il y en a un peu plus du côté du vert, nous allons faire pencher la balance vers le vert clair pour ce dernier critère. Le bilan pour la société danoise Coloplast, eh bien c'est un bilan positif puisque les 4 premiers critères essentiels sont complètement en vert, et seul le PER parmi les 5 critères essentiels est en rouge car il est élevé. Donc pas d'inquiétude du côté des critères essentiels, et pas d'inquiétude non plus du côté du rendement. Ce rendement il est intéressant, se trouve dans la zone jaune. Nous avons vu que le dividende était en augmentation année après année, et le ratio de distribution est relativement bien maîtrisé, même si les 2 dernières années, avec la pandémie, c'était un peu moins le cas. Donc affaire à suivre pour cela, pour que ce critère ne se détériore pas davantage, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de péril dans la demeure du côté de la santé financière de l'entreprise. Je vous laisse ici pour aujourd'hui avec ces 8 actions qui correspondent à des dividendes aristocrates qui peuvent être intéressants. Il y a des bons dossiers, des dossiers très en vert, beaucoup de bons dossiers au niveau des critères essentiels, puisque nous avons vu, nous voyons, c'est la 3e vidéo sur les dividendes aristocrates, et comme je les ai triés par leur performance sur les 5 dernières années, c'est pas étonnant de retrouver quand même un nombre de sociétés où les critères vont bien, puisque c'est des critères pendant les 5 dernières années, ce sont des sociétés qui se sont bien remises de la pandémie. Donc je vous laisse ici avec cette 3e vidéo, il y en aura peut-être encore d'autres, puisque nous sommes encore au-delà des 100% de performance des cours de bourse sur les 5 dernières années, donc des fortes performances.
Et nous allons continuer aussi sur les autres les autres stratégies, les autres vidéos avec des stratégies, les autres analyses fondamentales, bien sûr, puisqu'il y a d'autres stratégies, d'autres styles à voir encore. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.